Du maelstrom d'un monde déchiqueté naquit les 8 royaumes. L'informe le disputa au divin, dans une explosion de vie. D'étranges mondes naquirent dans le firmament constellé d'esprits, de dieux et d'hommes. Le plus noble dieu était Sigmar. Une éternité durant, il illumina les royaumes, les baignant dans son aura, tandis qu'il façonnait son empire. Sa force était celle de la foudre, et sa sagesse infinie. Mortels et immortels se prosternaient aux pieds de son trône. D'illustres empires s'élevaient, et pour un temps, toute trahison fut bannie. Sigmar régnait sur la terre comme au ciel, initiant un âge mythique et glorieux. Mais le temps est cynique, et comme auguré, la belle alliance des dieux et des hommes se rompit. Mythes et légendes cédèrent au chaos, et les ténèbres noyèrent les royaumes. L'âge d'or fit alors place à la torture, à l'esclavage et à la peur. Amer, Sigmar se détourna des mortels pour méditer sur les reliques du monde qu'il avait perdu jadis, en quête du moindre signe d'espoir. Enfin, dans la fièvre de la rage qui le consumait, a-t-il eu une sublime vision. Il imagina une armée née des cieux, un fanal si flamboyant qu'il saurait percer les ténèbres, une armée forgée à partir de tout ce qu'il avait perdu. Sigmar mit ses artisans au travail, et ils s'échinèrent pendant des éons à dompter le pouvoir des étoiles. Lorsque le grand œuvre de Sigmar fut sur le point d'être achevé, il porta à nouveau son attention vers les royaumes, pour constater que le chaos les avait presque totalement envahis. L'heure de la vengeance avait sonné. Le front ceint d'éclairs incandescents, il libéra enfin sa création. Ainsi débuta l'âge de Sigmar. Quand les gueules tribu-ogres partent au combat, le sol tremble sous une avalanche de sueur et de chair crasseuse. Incarnation de la gloutonnerie, les ogres adorent Gorka Morka, dieu insatiable qu'ils appellent le dieu glouton. Ils se remplissent la panse de viande crue, d'eau et de tout ce qu'ils trouvent en hommage à leur déité vorace. Les gueules tribus sont les plus grandes armées du peuple ogre, divisées en 2 cultures, les brutaux Gutbusters et les sauvages Beast Claw Raiders, des désolations glacées. Unies par leur faim éternelle, elles se lancent sur de vastes voies de la gueule circulaire, dévorant tout sur leur passage, pour ne laisser que cendres et gravats. Tandis que les répliques du nécroséisme de Chiche balaient les royaumes, et que les séides de Nagash, le dieu de la mort, se lèvent de leur tombe par millions, les gueules tribus ont trouvé une nouvelle source de nourriture. Les carcasses et les os séculaires ont peut-être un goût inhabituel, mais le système digestif d'un ogre peut digérer des matières bien plus répugnantes. Des géants couverts de givre marchent au combat, montés sur des monstres à fourrure, suivis de près par la fureur de l'hiver éternel. Des Leadbelchers armés de canons et des ogres gloutons écumants chargent l'ennemi. Lorsque la bataille éclate, les ogres se hâtent de plonger leurs dents dans leur proie, arrachant des lambeaux de chair, tout en frappant leurs ennemis avec leurs armes démesurées. Il n'est rien que les gueules tribu-ogres ne puissent manger, et elles ne redoutent rien tant que le gargouillement d'un estomac vide. Les ogres sont la manifestation de Gorka Morka, et ils sont prêts à dévorer les royaumes tout entiers. Se frayant un chemin sanglant, à coups de mâchoire dans les royaumes mortels, en suivant une voie de la gueule circulaire, les ogres sont un fléau pour tout ce qui bouge. Morts vivants, animaux, végétaux,
et même les objets inanimés ne sont pas à l'abri de leur appétit insatiable. Les mâchoires de ces tyrans brutaux peuvent déformer le métal et broyer le crâne d'un homme comme un fruit trop mûr. Les secousses engendrées par la charge de centaines de brutes colossales et de montures de guerre préfigurent l'arrivée d'une gueule tribu au gore. Ce mur de chair et de fer écrase tout sur son passage, et quiconque se trouve sur sa route est invariablement broyé par des meutes d'ogres fanfarons qui brisent crâne et membres avec leurs lourdes massues cerclées de fer avant de dévorer la chair de leurs victimes infortunées. Une fois que la gueule tribu s'est gavée, elle repart en quête de son prochain repas, ne laissant dans son sillage que des décombres et des esquisses d'eau ensanglantées. Les ogres écument les royaumes mortels depuis l'aube de l'âge des mythes, qui débuta quand le dieu roi Sigmar se lança dans sa grande quête pour apporter la lumière de la civilisation aux terres sauvages des royaumes. À l'époque, les ogres étaient alliés aux armées d'Azir, mais cette paix ne dura guère, car ces créatures ne peuvent ignorer leur appétit bien longtemps. Grâce à leur force physique et à leur obstination, les ogres purent survivre aux ténèbres de l'âge du chaos, quand les armées des dieux sombres ravageaient les terres connues. Lorsque les hostes du dieu roi revinrent enfin, à la suite des puissants Stormcast éternels, les ogres se réjouirent de l'apparition de ces nouvelles friandises. Se regroupant en gigantesques hordes migratoires appelées gueules tribus, les ogres arpentèrent les terres, dévorant tout sur leur passage. Ces itinéraires ne sont toutefois pas aussi aléatoires qu'il y paraît. Chaque gueule tribu effectue un parcours circulaire, quittant sa tanière pour se nourrir avant de regagner son territoire pour festoyer. Chaque raid les conduit de plus en plus loin, et les malheureuses civilisations qui se trouvent sur leur tracé de cette voie de la gueule sont souvent entièrement consommées, car peu d'armées peuvent arrêter une offensive au gore. Un guerrier ogre est 2 fois plus grand qu'un mortel, bien que la masse de ces créatures les fasse paraître bien plus gros et plus féroces que leurs adversaires. Ils portent des masses primitives mais efficaces et des hachoirs pour découper et attendrir la chair de leurs victimes. Et leur peau grasse est couverte de tatouages et de marquages tribaux. Incroyablement résistant et protégé par une épaisse couche de graisse et de muscles, un ogre peut endurer toutes sortes d'environnements hostiles et survivre pratiquement n'importe où dans les royaumes mortels. Une fois qu'ils sont en mouvement, ils abattent tous les obstacles par leur seule obstination. Certains ogres ont survécu à des coups de lance, des canonnades et même des brasiers magiques suffisamment longtemps pour réduire leurs assaillants en bouillie. Le trait le plus remarquable des ogres est leur appétit. D'innombrables récits populaires et légendes évoquent la faim insatiable de ces créatures, et la réalité dépasse bien souvent la fiction. Un ogre peut avaler pratiquement n'importe quoi. Leurs dents sont si solides qu'elles peuvent broyer les matériaux les plus résistants, et leurs entrailles sont capables de digérer des pièces d'armure et les abats les plus répugnants en occasionnant rien de plus que des flatulences passagères. Bien que les ogres mangent à peu près tout, ils ont une préférence marquée pour la chair sous toutes ses formes. Il arrive que des populations offrent ainsi de copieuses quantités de viande à une horde ogre pour éviter la destruction. Mais de telles stratégies se soldent le plus souvent par un échec, car la nourriture offerte est aussitôt dévorée, sans toutefois ne rien faire qu'aiguiser l'appétit des brutes qui en viennent bien vite à se régaler de ceux qui cherchaient à les amadouer. Même si les érudits les plus hétérodoxes n'oseraient les qualifier d'intelligents, les ogres ne manquent pas de ruse. Même si seul le désir de consommer de la nourriture les intéresse, il est possible de gagner un ogre à sa cause en lui promettant de la viande ou assez d'or pour en acheter. Cependant, ceux qui ont recours à de tels procédés doivent se méfier.
car les Ogors méprisent des concepts tels que l'honneur ou la loyauté, et se vendront sans hésiter aux plus offrants. Malgré cela, de nombreuses armées emploient des mercenaires Ogors, dont la formidable puissance au combat ne saurait être ignorée. Les Gueules tribus Ogors se répartissent entre deux cultures extrêmement différentes, unies par le culte de Gorka Morka et leurs incessantes quêtes de viande. Les Gutbusters sont les plus nombreuses des tribus Ogors et possèdent le plus de babioles et les meilleures armes. Ces pillards nomades se considèrent comme la quintessence de leur race, une force dévastatrice qui déferle sur les royaumes, telle une inexorable avalanche de graisse, de muscles et de dents. Ils ont appris à se servir des armes à poudre noire pour affaiblir leur proie, et sont guidés le long de leur sentier de destruction par les prophètes sanguinaires qu'ils appellent bouchers. Des hordes de gnoblards grouillent en permanence tout autour d'eux, se nourrissant des détritus que les Gueules tribus laissent dans leur sillage. Ces créatures chétives accomplissent diverses tâches aussi dangereuses que déplaisantes pour leurs maîtres, et, en contrepartie, les Ogors s'efforcent de ne pas les manger, du moins tant que la nourriture ne se fait pas rare. Le second groupe culturel majeur au sein de la société Ogor est celui que constituent les Beastclaw Raiders. Ces nomades sont poussés en avant par l'hiver éternel, un blizzard magique qui les poursuit et les contraint à avancer sans cesse de crainte d'être congelés sur place par le souffle glacial. Montés sur d'immenses bêtes laineuses, ils piétinent leurs adversaires telle une avalanche vivante. Des horreurs à la fourrure hirsute et des félins cruels les accompagnent, sous la direction de chasseurs Ogors aguerris. Les Beastclaw Raiders enferment leurs victimes dans les énormes fonds attachés à leurs selles, quand ils ne dévorent pas les ennemis vaincus sur place. Nombre de Gueules tribus suivent davantage le mode de vie des Gutbusters, sous l'égide des giga-tyrans, d'immenses rois guerriers obèses, même selon les critères de leurs espèces. D'autres, comme la redoutable Gueule tribu Tête de Roc, sont dirigés par des géants de glace, des conquérants qui, selon le folklore Ogor, sont investis du pouvoir de l'hiver éternel. Lorsqu'elles ne lancent pas de raids pour se nourrir, ces deux cultures extrêmement différentes s'affrontent régulièrement pour la suprématie. Les guerres civiles qui en résultent sont d'effroyables bains de sang. Mais elles ont l'avantage d'apporter une grande quantité de viande de qualité. Les Ogors n'ont aucun scrupule à manger les leurs quand ils en ont l'occasion. De ce fait, nombre de tyrans et de géants de glace considèrent qu'il s'agit là d'un mets délicieux. Quel que soit le groupe culturel dont elles se revendiquent, chaque Gueule tribu compte plusieurs mange-guerres. Les tribus nomades des Gutbusters, ainsi que plusieurs Alforston Beastclaw. Cette association rend les Gueules tribus particulièrement redoutables, malgré les dissensions internes qui les secouent. Lorsque les cultures Ogors s'unissent pour se remplir la panse, les destructions qu'elles causent ont des conséquences désastreuses pour toutes les créatures vivantes qu'elles rencontrent. Le grand chaudron est le bien le plus précieux que puisse posséder une Gueule tribu. Cet immense chaudron de fer est à la fois un ustensile de cuisine et un autel au dieu glouton, empli d'un ragoût bouillonnant de sang, de moelle et de chair bouillie que les Ogors appellent le bouillon de bataille. Si cette mixture est immangeable pour toute autre espèce, le brouet de guerre est une boisson régénératrice pour les enfants du dieu glouton. Fondu à partir des armes, armoiries et trésors des ennemis que la horde a dévorés, le grand chaudron est béni par les maîtres bouchers de Gorka Morka et sert de point de focalisation magique pour les étranges pouvoirs gastromantiques des bouchers de la tribu. Les grands chaudrons sont placés au centre du campement de la Gueule tribu et entourés de feux de camp. C'est là que se rassemble la tribu tout entière à la suite d'un raid victorieux pour participer au grand festin en l'honneur de Gorka Morka,
qu'ils appellent la ventrefaite dans leur langue. Les bouchers et les maîtres de l'abattage découpent des quartiers de viande sur les corps des prisonniers et fracassent leurs os pour se régaler de la moelle qu'ils contiennent. Chaque fragment de matière organique est ensuite jeté dans le chaudron avec quelques ingrédients spéciaux. Un peu de glandes de salamandre séchées pour épicer, ou des louchées de graisse de gargan pour épaissir le mélange. La puissance du chaudron est telle que même la chair immatérielle ou démoniaque peut se retrouver piégée dans sa peau de métal. Ces ingrédients ésotériques sont très appréciés des tribus de Chiche. Sitôt que la viande est prête et que les ogres se noient littéralement dans leur salive, le boucher sert le premier bol, invariablement destiné à l'ogre de plus haut rang présent. Des gnoblards courent en tous sens, servant les ogres par ordre de prestige, et remplissent des bols sitôt qu'ils sont vides. Les armées des gueules tribus emportent leurs chaudrons au combat pour exploiter leur puissance. On les place au centre de la ligne de bataille ogre, où elles sont maintenues en place par des os ou des défenses profondément enfoncées dans le sol. À côté du chaudron se trouve une dalle de pierre souillée de sang, où le boucher exerce son apostat au cœur de la bataille. Les ennemis vaincus sont rassemblés et précipités dans le chaudron. Les plus chanceux sont déjà morts. Mais malheureusement pour leurs captifs, certains bouchers et maîtres de l'abattage préfèrent le goût de la viande fraîche bouillie. Chaque mange-guerre Gutbuster est dirigé par un tyran, le plus gros ou le plus fort des ogres de la tribu. Ces énormes seigneurs de guerre réunissent autour d'eux l'élite de leurs guerriers pour accomplir leur volonté, s'appuyant sur la magie de sang primordiale de leurs bouchers et de leurs maîtres de l'abattage pour les guider de festins en festins. Les mange-guerres sont les tribus des ogres. Une gueule tribu regroupe en général plusieurs mange-guerres, dont la taille et la composition sont extrêmement diverses. Certains mange-guerres comptent guère plus d'une vingtaine d'ogres, tandis que d'autres regroupent des centaines d'individus, et sont tout à fait capables de conquérir les villes les mieux défendues. Bien qu'ils accompagnent généralement le gros de la gueule tribu, il arrive que des mange-guerres quittent le groupe principal à la poursuite d'une proie de choix, ou selon les imprévisibles prophéties de leur chaman. Ces forces dévastent alors des territoires fertiles et peuvent parfois s'établir dans une région pendant des décennies entières, voire des siècles, pour piller et festoyer tous leurs sous, avant de rejoindre les gueules tribus une fois les ressources locales intégralement consommées. Dans la plupart des cas, un mange-guerre Gutbuster est dirigé par un tyran, qui a une autorité absolue sur sa tribu. Au sein de la société ogre, le pouvoir n'est pas héréditaire, mais s'acquiert par la force en tabassant ses rivaux, puis en dévorant leurs entrailles. Un glouton ogre peut ainsi gravir les échelons de la société jusqu'à devenir tyran, voire un giga-tyran, à la tête d'une gueule tribu. La parole d'un tyran fait force de loi dans tous les domaines, hormis l'itinéraire que suit le mange-guerre pour se procréer de la nourriture. Car cette tâche échoit au maître de l'abattage, qui lit dans les entrailles des proies la volonté du dieu glouton. En dehors de cela, toutes les décisions, y compris la conduite de la guerre et les épineuses négociations avec les proies pour obtenir davantage de nourriture, incombent uniquement au tyran. Pour faire accomplir sa volonté et préserver sa position à la tête du mange-guerre, le tyran s'entoure d'une force d'élite de pense-garde, regroupant les plus gros et les plus dangereux de ses guts de fer. Ces champions font appliquer les décisions du tyran par l'intimidation verbale et parfois une violence extrême. En contrepartie, ils se taillent la part du lion en matière de butin et de viande à l'issue de chaque raid. Les membres de la pense-garde quittent rarement leur maître. Sur le champ de bataille, ils combattent ensemble, tel un hachoir gigantesque qui taillade le cœur des lignes ennemies. Toutefois,
Leur intérêt personnel ne saurait être confondu avec de la loyauté. La grande majorité des rivaux d'un tyran sont issus des rangs de sa pense-garde, une contradiction apparente, parfaitement normale aux yeux des ogres. Outre le tyran, le membre le plus respecté et le plus redouté d'un mange-guerre est son maître de l'abattage. Cette créature imposante conduit les sanglants rituels des bouchers, mais il lui revient également de préparer le repas du tyran après chaque bataille. Tous les ogres sont fascinés par le lien mystique qui unit ces étranges chamans aux dieux gloutons, et ils sont invariablement accompagnés par une suite d'admirateurs. Il arrive qu'un maître de l'abattage renverse un tyran pour prendre le contrôle de son mange-guerre, s'il pense que la volonté de Gorka Morka n'est pas respectée, ou s'il se laisse emporter par son appétit, mais cela demeure rare. En dessous du maître de l'abattage, mais bénéficiant néanmoins d'une grande influence, se trouvent les bouchers, qui rassemblent les dépouilles des ennemis vaincus et les apprêtent pour les repas nocturnes de la tribu. Les gloutons se pressent autour des tables de découpe tels des vautours au-dessus d'une bête à l'agonie, en compagnie d'Elite Belcher, chargés de tailler en pièces les plus grandes carcasses, et des guts de fer, cherchant à s'attirer la faveur du dieu glouton. Les festins du mange-guerre attirent immanquablement les abominations maudites que l'on appelle les gorgueurs, qui poussent des lamentations et salivent, tandis qu'ils observent les prêtres de sang découper les morceaux de choix. Bien qu'ils entretiennent des liens étranges avec les bouchers de la tribu, les autres ogres considèrent les gorgueurs comme des bêtes répugnantes, qui sont donc forcés de vivre aux abords du campement du mange-guerre, se nourrissant des débris des repas. Les créatures chétives que l'on nomme gnoblards sont obsédées par les déchets manifestement dénués de valeur que les ogres laissent dans leur sillage. De leur côté, les ogres évitent de les manger, à moins que la famine menace, car ces êtres ont un goût ignoble et sont utiles comme troupes sacrificiables pour créer une diversion ou affaiblir les défenses ennemies. De plus, leurs machines de guerre primitives, telles que les Scrappa Launchers, sont d'une efficacité redoutable. En fonction de sa taille, un camp de guerre ogre peut attirer des partisans extérieurs à la sphère d'influence du mange-guerre. Les chamans, que l'on appelle Fire Bellies, peuvent le rejoindre pour prêcher la parole du mange-soleil, leurs interprétations du dieu glouton. De même, les bandes de mercenaires mangeuses de chair, les poches pleines de butin, daignent parfois combattre aux côtés d'un mange-guerre, du moins jusqu'à ce qu'on leur fasse une offre plus alléchante. Mumblo chantonnait tandis qu'il travaillait, hachant la carcasse étalée sur son plan de travail. Après l'avoir débité en beaux gros dés, il les ramassa et les jeta par-dessus son épaule, s'abandonna à un sourire cruel tandis qu'il entendait le plouf satisfaisant de la viande tombant dans le grand chaudron. Tandis que les morceaux refaisaient surface, il huma le fumet qui s'échappait du bouillon. « Oh, par mes os !» pouffa-t-il, la bouche dégoulinante de salive. « Ça, c'est un bon mélange !» Le dieu glouton l'avait réellement gratifié d'une bonne concoction en ce jour. Au loin, il entendait le fracas des lames et des cris d'agonie de choses à elfiques. Un vacarme soudain derrière lui força le boucher à se retourner. Plusieurs formes sinueuses ondulaient dans le ciel dans sa direction, montées par des soldats aux aumes coiffés d'une crête. Ils brandissaient des lances dentelées, nimbées d'éclairs, et lorsque les gardes de Mumblo s'interposèrent, les cavaliers plongèrent leurs armes dans le gras des ogres. Il y eut une explosion d'étincelles, et une odeur de graisse cuite emplit l'air. L'un des cavaliers se détacha avec grâce de la mêlée, et abaissa sa lance cependant que sa murène filait droit sur Mumblo. Au dernier moment, le boucher s'écarta et abattit son fendoir. Le coup net trancha net le col cuirassé de l'animal et en fit sauter sa tête.
Le cavalier désarçonné tomba tête la première juste à côté du chaudron bouillonnant. Mumblo avança vers la elfe encore étourdie, un sourire mauvais parant sa face joviale. Il leva son fendoir pour en lécher le sang salé qui en dégoulinait. « Adorable » gloussa-t-il. « J'adore quand c'est la viande qui vient à moi. » Le rire tonitruant et le pas lourd de Gorka Morka résonnent dans les royaumes mortels depuis les temps immémoriaux, car il ne peut y avoir de loi naturelle sans destructions irraisonnées. Gorka Morka est en réalité deux dieux en un, car il s'est déchiré en deux voilà bien longtemps, suite à une chute particulièrement brutale. Ces deux moitiés sont nommées Gork et Mork. Certains chamans Uruk pensent même que c'étaient les formes originelles du dieu, et il leur arrive de prier l'un ou l'autre. Cependant, en règle générale, on les considère postérieurs à Gorka Morka. Après tout, deux têtes valent mieux qu'une seule. Gork et Mork sont clairement différenciés. Gork est brutal mais rusé, tandis que Mork est rusé bien que brutal. On trouve toutefois des représentations primitives sur les ruines, les parois des cavernes ou des canyons dans lesquels Gork, ou peut-être Mork, aplatit ses ennemis avec sa massue ou les piétine sous ses gros pieds noueux. Les mâches-fers vénèrent aussi bien Gork que Mork, même s'ils ont peut-être plus d'affinité avec Gork, à cause de son comportement aussi direct que violent. Lorsque suffisamment d'Uruk se rassemblent pour la guerre, on dit que les deux dieux fusionnent de nouveau en Gorka Morka, dont les pas fendent la terre. Avant de se séparer en deux moitiés, Gorka Morka était le guerrier du panthéon de Sigmar, mais sa coopération fut difficile à gagner. Il y a bien longtemps, à l'aube de l'âge des mythes, Gorka Morka se retrouva engagé en combat contre l'étrange créature semi-divine nommée Drakatoa, l'avalanche vivante de Gyria. Piégé dans l'ambre primordial de cet amas mouvant et gigantesque, Gorka Morka ne pouvait recourir ni à sa force démentielle, ni à sa ruse proverbiale pour l'emporter. C'est alors que Sigmar, juché sur le dos du dieu animal Dracotion, tomba du ciel. Ses coups de marteau et les éclairs recrachés par sa monture permirent de repousser Drakatoa. Gorka Morka était satisfait d'être libre, mais il était aussi furieux. Jamais, auparavant, il ne s'était retrouvé impuissant et avait eu besoin qu'on lui vienne en aide. Conformément à sa nature, son premier réflexe fut d'attaquer. Brandissant sa massue, il assomma Dracotion. Enragé, Sigmar bondit de sa selle et engagea le dieu bicéphale dans un duel qui dura 12 jours. Le tumulte de cette bataille secoua les 8 royaumes. Lorsque Sigmar fit tomber son adversaire, sa chute donna naissance aux montagnes de Maraz, alors que les canyons de la Balafre naquirent des coups de massue maladroits de Gorka Morka. Même les plus terribles prédateurs de Gour se réfugièrent dans leurs antres, terrifiés par les destructions engendrées par ce duel. Cependant, même des dieux peuvent se fatiguer. Constatant les dégâts qu'ils avaient occasionnés, ils se mirent à rire. Et puisque le dieu roi avait tenu tête à sa sauvagerie, Gorka Morka accepta de lui serrer la main et de se joindre à lui, pour un temps tout du moins. La première grande ouague fut lancée par Gorka Morka, et d'une certaine façon, elle ne s'est jamais arrêtée. Lorsqu'il faisait encore partie du panthéon de l'ordre, Gorka Morka assurait avec entrain le rôle de chasseur de monstres, menant ses hordes contre les pires prédateurs imaginables. Sigmar pensait que le succès du dieu des Uruk ouvrirait ensuite la voie à la civilisation, sans qu'elle ait à craindre d'être attaquée par des créatures monstrueuses. Pour sa part, Gorka Morka n'accomplissait cette tâche que parce qu'elle l'amusait. Toutefois, cela ne lui suffisait plus.
Et lorsque Tzeentch lui susurra à l'oreille qu'il n'était plus que le laquais de Sigmar, Gorka Morka se lassa des lois du Panthéon de l'Ordre et déclencha contre ce dernier une guerre qui fit trembler les 8 royaumes et remit en cause la trêve établie entre Sigmar et lui. Les croisades des peaux vertes saccagea tout. Lorsqu'il atteignit les frontières du néant et fit face au vide de l'éther, Gorka Morka y cracha avec mépris et fit demi-tour pour recommencer. Cette première grande ouague cessa lorsque Gorka Morka finit par se scinder en 2 entités distinctes, Gork et Mork, car son besoin de guerroyer était si profond qu'il finit par ressentir le besoin de s'affronter lui-même. Afin de l'imiter, ses clans se divisèrent eux aussi et commencèrent à s'entretuer, car ils avaient vaincu tous les adversaires et pourtant ils avaient encore soif de combat. Les Oruk croient que lorsque suffisamment de clans seront de nouveau unis sous une seule et même bannière, la grande ouague pourra enfin reprendre et terminer de dévaster les 8 royaumes.